Enfin, moi, en tout cas, c'est les valeurs humaines. Enfin, pour moi, c'est hyper important, et parce que c'est ma personnalité et que ça me paraît logique de continuer. Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les 2 semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Clément Tournier. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Très heureux de participer à un petit podcast d'Indie Makers. Ok. Clément, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Alors pour un parcours d'entrepreneur, c'est un petit peu particulier dans le sens où j'ai commencé vraiment en tant que salarié dans l'hôtellerie, restauration et l'événementiel, où j'ai fait des études sur Paris en gestion hôtelière internationale avant de commencer ma carrière dans des hôtels 5 étoiles sur Paris et à l'étranger, avant de changer complètement, sortir de ce milieu-là pour ouvrir un bar à cocktails. Et ça, c'était il y a 14 ans en arrière déjà. Et ensuite, sortir vraiment du secteur, en tout cas salarié, vraiment événementiel pour lancer une expérience en tant qu'entrepreneur pour Event Advisor, donc moteur de recherche. Donc je suis vraiment vrillé complètement après le côté employé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de plus être employé ? J'ai toujours eu au fond de moi déjà le fait d'aimer de monter mes propres projets, d'aimer vraiment gérer les projets un peu à ma manière en fait. J'ai toujours eu plein d'idées, j'ai toujours voulu faire plein de choses, et quand on est salarié, on est souvent un peu bloqué, surtout quand on est dans des structures où il y a beaucoup de hiérarchie. Du coup, les choses vont pas assez vite et on se retrouve à attendre 3 mois pour que une proposition soit validée par 50 personnes. Et voilà, au bout d'un moment, ça allait pas assez vite, et je me suis dit, il faut que tu bosses pour toi, pour mettre vraiment les choses comme tu as envie de faire. D'accord. Comment elle t'est venue l'idée de ton projet ? Tout simplement, en cas pratique, quand j'ai ma dernière expérience en fait événementielle, j'étais directeur d'une entreprise donc de traiteur location de salles sur Lausanne pour un groupe. Et en fait, on n'avait pas assez de solutions qui permettaient de mettre en avant nos activités, déjà pour la boîte en termes de com. Et puis aussi en tant qu'organisateur d'événements, j'avais pas accès à des annuaires qui étaient assez simples d'utilisation pour trouver des prestataires de services. Donc à la fin de mon expérience pour cette entreprise-là, je me suis dit que ça serait pourquoi pas lancer moi-même directement un projet, un moteur de recherche selon les besoins que j'avais à l'époque, qui était quand même constaté par pas mal d'entreprises avec lesquelles je bossais. Et puis j'ai pris un petit peu mon côté entrepreneur, chef de projet pour me lancer dans cette aventure. C'était en 2016 déjà 4 ans. D'accord. Ouais. Et t'as commencé comment ? T'as recruté directement des développeurs ? T'as trouvé des associés ? Comment ça s'est passé les débuts ? Alors j'ai déjà pris mon cercle proche, famille, amis, qui connaissaient un petit peu le métier, enfin pas le métier, mais qui connaissaient un petit peu le côté chef de projet, et puis surtout monter des moteurs de recherche. J'avais quand même quelques bons contacts autour de moi. Donc on a surtout déjà commencé à discuter de la faisabilité du projet, et puis commencer à regarder un petit peu en étude de marché, voir ce qui se faisait autour. Sachant que j'ai lancé le projet en Suisse et à Lausanne, il y avait vraiment 1 ou 2 acteurs qui étaient présents sur le marché, mais avec des solutions qui étaient un petit peu qui avaient besoin d'un petit coup de neuf. Voilà, ouais, Pour être gentil. voilà exactement. Et puis voilà, après avoir vraiment, ce qui est marrant, c'est que c'était la dernière semaine de mon préavis avant la fin de mon contrat. J'avais une semaine de vacances et en fait, on a tout sorti l'idée du projet cette semaine-là. Parce que tu sais, tu finis un contrat, tu dis qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je retourne bosser ou pas. Puis en fait, il y a vraiment eu ce déclic de lancer ce projet. Et puis j'ai discuté avec pas mal de personnes, et puis on s'est vite rendu compte que l'idée était bonne,
et que ça pouvait valoir le coup de lancer le projet. Donc après, j'ai fait vraiment continuer un peu une étude de marché. J'ai été lancer tout le projet, j'ai créé le projet, j'ai tout mis sur papier. Et puis après, j'ai commencé à chercher un petit peu quel type de solution il me faudrait déjà pour créer l'outil. Parce qu'avec les CMS existants, etc., je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais. Donc pareil, du coup, je me suis réorienté vers d'autres potes qui avaient pas mal de compétences en termes de dev. Et puis on a commencé à discuter un petit peu voilà, du type de langage qu'il nous faudrait pour pouvoir avoir une solution qui soit évolutive et qui nous permette de faire exactement ce qu'on voulait. Et après, j'ai commencé. D'accord, ouais. Ouais. C'est quoi les choix que tu as fait pour être un peu précis? Et en fait, on a décidé de coder le site en Python. D'accord. Voilà, donc langage Python, librairie Django, et du coup, on a vraiment, on est parti en tout cas sur ce langage-là, qui était encore à la version 2.7 à l'époque, sachant qu'elle a évolué il y a cette année. Voilà, on est vraiment parti là-dessus. J'ai un ami proche qui m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment le bon langage. Et puis après, j'ai commencé à chercher un dev. Alors, ce que j'ai fait pour trouver un dev, c'est que je suis passé par la junior entreprise EPFL, qui en fait est une structure. C'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ok, ouais. Donc, est quand même une école assez réputée dans le monde en termes d'université. Et en fait, ils ont une structure au sein de la junior entreprise qui permet de te mettre en relation avec des étudiants qui, selon leur cursus et leurs compétences, peuvent bosser sur des projets. Et puis, ils m'ont mis en relation avec un dev de chez eux qui avait toutes les compétences, qui était déjà en quatrième année pour préparer un doctorat en informatique. Et du coup, j'ai trouvé donc un dev comme ça qui d'ailleurs aujourd'hui est associé et continue de bosser avec moi. Ah ok, stylé. Au début, Ouais, t'as bossé avec lui en freelance et petit à petit, ça s'est... ouais, exactement. Alors freelance structuré par la junior entreprise, qui Ouais, avait un seul défaut en fait, c'est que vu que c'est des étudiants, ils sont limités à 60 heures par semaine. Donc, ce qui a fait c'est un des petits défauts, erreurs que je referais peut-être pas forcément sur un autre projet, parce que finalement, ça a fait que pour vraiment faire la première mise en ligne, ça a été assez long. Le projet était lourd parce qu'on a vraiment tout codé. Et en front, on a fait du HTML, CSS classique. d'accord. Ouais. C'est quoi la période à peu près de mise en ligne? Écoute, il nous C'est a 6 mois? fallu, non, non, en plus, on a attaqué les premiers rendez-vous avec le dev au mois de mai 2016. Le site était en ligne en août 2017. Ah oui, Donc ouais, il a effectivement, fallu ouais. 1 an et 3 mois, voire un peu plus, pour tout préparer. Bon, il y avait tout l'aspect juridique, il y avait création des bases de données, donc il y a eu quand même beaucoup, beaucoup à faire. Euh, toute l'architecture graphique, logo, design, etc. Mais 1 an et 3 mois, ouais. Oui, Donc c'était long. ok. Ah ben clairement, c'est long. Surtout si... Enfin, moi, t'as fait un peu des études de marché. Est-ce que tu peux donner un peu des informations sur qu'est-ce que t'as fait comme étude de marché qui t'a permis de valider que t'allais pas bosser 1 an et demi pour rien? Tout simplement toutes les relations prestataires que j'avais. Alors j'ai axé vraiment principalement tous les premiers mois, en tout cas la première grosse année d'activité d'Event Advisor, s'est concentré sur la recherche de prestataires qui étaient mes clients. C'est eux qui allaient au niveau du business model, c'est eux qui allaient rapporter vraiment de l'argent. Donc en fait, je me suis vraiment concentré uniquement sur les prestataires dans mon étude de marché, en tout cas pour aller voir s'ils avaient vraiment eux un intérêt de s'inscrire sur une plateforme de référencement événementiel. Sachant qu'il faut être D'accord. réaliste, entre l'étude de marché qui a été faite il y a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la façon dont les réseaux sociaux évoluent, même Google, etc., on est sur un marché qui a vraiment énormément évolué en termes de communication, qui était bien différent il y a 4 ans en arrière. D'accord, ouais. Et le modèle d'affaires un peu pour ton moteur de recherche, c'est quoi du coup? Alors c'est unique, alors gratuit pour les utilisateurs. Donc les utilisateurs, pour moi, c'est les personnes qui ont besoin d'organiser un événement. Donc c'est comme un TripAdvisor, hein. Tu vas sur le site, tu tapes le titre d'événement, le lieu, puis nous en fait le moteur te donne la liste des prestataires dont tu as besoin. Donc ça c'est vraiment toute la partie gratuite.
Je me voyais pas faire autrement par rapport au fait qu'on a d'autres concurrents ou réseaux sociaux qui fonctionnent de cette façon-là. Et puis derrière, le business model, il est très simple, c'est des forfaits payants pour les prestataires qui se référencent. Donc il y a un forfait en freemium qui permet d'attirer un peu les prestataires pour se référencer, tester la plateforme, et puis des forfaits payants qui donnent plus de fonctionnalités. Voilà, ça c'était Dans le vraiment freemium, c'est quoi? C'est dans la personnalisation de leur annonce, quoi. Ils ont certaines fonctions et pas d'autres? Ouais, entre le freemium et les payants, ouais. Donc il y a différentes. Alors il y a une fonctionnalité qui est importante dans le milieu de l'événementiel, c'est qu'on propose en fait que les prestataires puissent référencer jusqu'à 3 domaines d'activité différents, qui vont en tout cas au niveau du moteur de recherche apparaître tous les 3 dans les recherches. Et du coup la grosse différenciation se fait là, c'est que les gens sont de plus en plus multicasquettes, et que l'idée était de leur permettre de pouvoir montrer à leurs clients qu'ils proposaient plusieurs prestations. Comme si D'accord. Et ça, c'est dans le modèle payant que tu permets de le faire ouais, plus exactement. Plus en profondeur. un meilleur référencement, des liens en do-follow, pour ceux qui connaissent directement pour le référencement naturel. D'ailleurs, on est un des seuls moteurs de recherche à le proposer, en tout cas dans le secteur événementiel. Parce que la plupart des autres préfèrent capter le trafic sur leur site et pas renvoyer sur les sites, les sites web en fait, des prestats qui sont référencés chez eux. Ah oui, parce que du coup, les autres moteurs de recherche en général, c'est des moteurs où finalement tu accèdes qu'à la page du prestataire et pas à son site, alors que toi tu renvoies vers le site. Exactement. Ouais. Ok, ouais. Ah oui, effectivement, c'est un gros avantage pour ton classement après sur les différents autres moteurs de recherche, quoi. Exactement. Donc je donne un peu de trafic, mais finalement voilà, l'idée c'était de donner quand même un plus aussi, parce que c'est un outil de travail qu'utilisent mes clients, et que pour moi c'était hyper important de pas casser, en tout cas ils ont investi de l'argent dedans, ça me paraît logique de leur donner la possibilité, en tout cas moyennant une contrepartie financière, de leur donner un coup de boost par rapport à des outils qu'ils utilisent déjà pour leurs clients. Donc pour moi ça me paraissait logique, ça tombait sous le sens. Oui, ça paraît juste hein, Mmh. de faire ça. C'est souvent quand tu regardes les autres et que tu dis mais en fait ils captent tout le trafic, ils redistribuent pas de valeur, c'est un peu. Bah ouais. Ouais. C'est Ok. des business models, c'est des façons de travailler. Moi, je dirais que mon parcours en tant que, moi, j'ai toujours fait ce métier vraiment événementiel, etc. Pour le côté humain, pour les valeurs que ça peut amener. Et je me suis toujours promis, en tout cas, que dans mes projets perso, surtout en tant qu'entrepreneur, je changerais pas en fait ma façon d'être, et que je voudrais que ça transpire dans le projet. Et voilà. Donc, c'était pour moi une des raisons principales de faire de cette façon-là, en tout cas. C'est rigolo, c'est un des trucs justement ce que tu dis là, qui m'a pas mal perturbé moi en tant qu'entrepreneur, c'est que j'avais des valeurs très fortes sur, je voulais pas collecter des emails à tout va parce que sur internet on te dit que c'est l'or noir, les emails, Mm, qu'il faut envoyer des newsletters, faut être toujours présent, etc. Et moi ça me saoule énormément de recevoir des millions d'emails. Du c'est coup je me suis clair. dit jamais je ferai ça. Et sauf que j'étais un peu trop extrême dans mes valeurs et des fois t'as un peu besoin, il y a des gens qui sont tes clients qui ont des besoins différents de toi et moi je veux en recevoir aucun, mais pour le coup j'ai des gens qui sont intéressés à Indie Maker qui ont quand même envie de recevoir un email de Mhm. temps en temps pour voir qu'il y a un épisode qui est sorti, et je les prenais pas en compte et c'était super dur. C'était un travail vachement dur de se dire ok non je vais faire quelque chose en quoi je crois pas personnellement mais qui va aider les gens dans le service. Et je trouve que c'est un truc difficile quand t'es entrepreneur, ça, de te mettre à la place de tes utilisateurs et pas que de penser pour toi ce que t'aimerais qui est le mieux, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Et puis, on nous montre pas quand on parle de concurrence et quand on commence à intégrer le marché. Voilà, on se dit, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'il faut pas être un crevard comme les autres? C'est ça, ouais. Et c'est là où la balance est toujours un peu compliquée, quoi. Donc, bon, pour te donner un exemple, voilà, moi je suis hyper transparent. Vas-y. Les premiers clients qu'on a intégrés sur la base de données, parce que je voulais pas non plus lancer le site en ayant 0 prestataire inscrit dessus, on a pris des bases de données que moi j'avais, en tout cas quand j'ai bossé toutes mes années événementielles, et on les a intégrées sur la plateforme, on les a inscrits. Du coup, c'était bon, des données publiques.
Donc nous, on s'est protégé là-dessus. Puis après, j'ai contacté tout le monde pour leur dire, voilà, on vous a inscrit sur la plateforme, on vous explique ce que c'est. Tu veux rester dessus, ok. Tu veux prendre un forfait payant, ok. Tu veux te désinscrire, il n'y a pas de problème. Mais voilà, du coup, on a quand même fait effectivement la démarche, on les a pré-référencés et après on les a prévenus. Donc bon, j'ai eu du bol parce que Oui, du coup, j'ai eu aucune plainte et j'ai quasiment eu aucune désinscription sur les prestataires qu'on avait référencés. Donc ah bah, pour le coup, là, tu leur apportes un service qui est en soi positif. Ça va potentiellement leur apporter plus de business, donc c'est cool, quoi. ouais, C'est pas comme si tu avais volé une base email pour spammer les gens, quoi. ouais, ça on est d'accord, Il ouais. faut essayer de leur vendre. Donc, non, non, mais clairement, je pense que le fait de prendre des raccourcis comme ça, quand tu crées ton projet, il y en a certains que tu es obligé de prendre parce que sinon tu vas mettre 10 ans à contacter tous les gens à l'avance et puis ton site il aura l'air de rien, donc personne ne voudra s'inscrire dessus ou rechercher dessus. Enfin, Exactement, ouais. c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Surtout dans les trucs comme ça où t'as d'un côté des prestataires et de l'autre côté des gens qui cherchent. Au début, un peu obligé de simuler la présence de quelqu'un, quoi, Ouais, ouais, pour bah, que ouais, l'autre soit intéressé et que tu lances la machine, quoi. ouais, exactement. Donc non, clairement, clairement, je suis plutôt d'accord là-dessus. Du coup, ça me fait penser que là, on a un peu parlé de ton projet. J'aimerais bien qu'on parle un peu c'est quoi le MRR actuel que vous avez sur ce projet-là? T'arrives à en vivre? Alors, j'arrive pas encore à en vivre. En fait, j'ai une autre boîte à côté qui, elle, me permet de sortir un salaire, qui est vraiment une boîte de com, création de gestion de site web, que j'ai appris vraiment en 100% autodidacte, sachant qu'on est capable aujourd'hui avec mes équipes, enfin, avec les gars avec qui je bosse, de pouvoir ou proposer des projets un peu plus gros. Donc en fait, j'arrive à faire la bascule entre Event Advisor qui monte doucement, mais sûrement, qui se consolide vraiment de mois en mois. En termes de MRR, on est à peu près, bon là, sachant qu'il y a la période Covid, donc Oui, on a ça quand même n'a pas aidé les choses. été, bah nous on en a quand même pris plein la gueule, voilà, avec vraiment tout le secteur événementiel, même si au contraire on a réussi à faire beaucoup de choses autour, qui a été quand même de très bonnes choses, on en reparlera peut-être plus tard. Donc ouais, en termes de MRR, on était à peu près à 1 000 € par mois. Ok, ouais. Sachant que c'est un site qui est entièrement automatisé. Mon développeur est associé, j'ai un web designer qui bosse en freelance et moi qui me sors pas de salaire. Donc en fait, en gros, je paye mes serveurs, je paye ma compta et voilà quoi. Donc j'ai très très peu de charges. Donc on arrive à être rentable sans sortir un gros MRR mensuel. Mais là, du coup, D'accord. ça remonte un peu là, donc ça va, c'est encourageant pour la suite. Et puis nous, le but, c'est de se préparer pour la rentrée de septembre. Donc on est en train D'accord. de faire un gros travail en ce moment justement sur la plateforme pour se Et du préparer coup, pour la rentrée. tu vises ton moteur de recherche, c'est que pour Lausanne, c'est que pour la Suisse, c'est quoi ta niche? Alors on est Suisse et France, donc on est sur les deux pays. La niche Ok. est de développement international. En fait, si tu veux, bon alors, en dehors du contexte du Covid et des fermetures de frontières dans pas mal de pays, on est sur une niche en fait où ce qu'on appelle la destination bienvenue de wedding destination pour les mariages sont tous les événements organisés à l'étranger. Il y en a de plus en plus, il y a des agences qui se spécialisent là-dedans. Et en fait, le côté international au niveau de recherche de prestataires est un besoin qui augmente de plus en plus. Donc en gros, c'est comme si toi demain, tu voulais faire, je sais pas, tu veux faire ton mariage à l'étranger, tu veux l'organiser toi-même. Bah, l'idée, c'est qu'avec Event Advisor, tu puisses, depuis chez toi, avoir un outil qui te permette de trouver hyper facilement des prestataires dans n'importe quel pays dans le monde pour que tu organises ton événement. Et qu'on casse le côté frontière, qu'on casse le côté langue pour faciliter justement ça. Donc que ça soit événements privés, business, etc. Donc l'idée, c'est vraiment l'internationalisation. Donc aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir Event Advisor, j'espère à l'horizon 2021, en tout cas sur Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, pour ouvrir vraiment les pays limitrophes à la Ok. Suisse, Autriche éventuellement. Donc on a déjà des prestataires qu'on connaît qui attendent en fait qu'on ouvre vraiment Event Advisor chez eux. Donc là, on va voir un petit peu comment va évoluer la situation en septembre pour voir si on peut mettre des ressources dans le développement international. Sachant que c'est pas très compliqué, j'ai déjà les noms de domaine, la marque est protégée. Donc après, c'est surtout la communication en fait.
Ouais, c'est au moment où tu Ouais. lances et du coup faire venir les gens dessus, en parler, quoi. Ouais, base de données parce qu'on du coup on aura le Ouais. même principe, on va choper l'idée c'est de récupérer des adresses de prestataires et puis de refaire un peu la même façon qu'on a fait en Suisse, trouver quelques niches, euh, les contacter. Mais l'outil, on va avoir une nouvelle version du site qui va sortir en septembre. Donc on a un outil qui va être beaucoup plus moderne et qui va être beaucoup plus rapide aussi en termes de fonctionnalité. Donc on aura une machine qui sera beaucoup plus, qui aura plus d'impact. En tout cas, D'accord, ouais. quand on ouvrira sur les autres pays. Bah, c'est vrai que la performance dans le moteur de recherche, c'est quand même un facteur clé, quoi. Un peu. Alors, on est déjà hyper rapide parce qu'aujourd'hui, on a 17 700 prestataires référencés sur les deux pays. On a 24 domaines d'activité différents et on est sur un peu plus de 1000 filtres pour justement la sélection des prestataires. Et on a un temps de réponse qui est tu fais une recherche sur France globale, en 3-4 secondes, ça te sort un résultat avec 2900 prestataires, tous triés. Donc on est vraiment sur une grosse base de données qui tourne super bien, et on a su Ouais. justement, avec le travail de mon dev, on a vraiment su faire un gros boulot de travail de code pour qu'il soit le plus propre possible et le plus rapide possible. L'optimisation, ouais. Et ouais, exactement. Ok. Du coup, attends, on va repartir un peu dans mes questions du début, là. Il y en avait une. Tu m'as parlé, donc ça, c'est le projet que tu as lancé maintenant, mais est-ce que tu en as lancé avant? Ou c'est le premier que tu as lancé et qui a marché? En tant que indé, oui. En tant qu'entrepreneur, non, j'ai lancé un projet, c'était un bar à cocktail, donc tu vois absolument rien à voir. Ouais. C'était en 2006 à Évian-les-Bains, et ça aurait pu être un succès si j'avais pas ouvert à Évian-les-Bains. En gros, ouais, alors si des futurs auditeurs de la région de Haute-Savoie sont vers Évian, vous m'excuserez, hein, voilà pour ce que je dis. Non, en fait, en gros, on est parti du principe quand j'ai ouvert un bar à cocktail que des fruits frais, pas de coca, pas de soda, etc. Que du circuit court et des soirées électro. Genre voilà, à Evian, c'était un peu la révolution parce que voilà, déjà les gens ils voulaient un rhum coca, on leur disait bah non, t'auras pas de rhum coca, mais par contre je te fais un cocktail de rhum à base de fruits frais, clémentine, kiwi, banane, etc. Enfin, les gens ils étaient un petit peu hallucinés. Même si on a réussi avec le temps, voilà, à les habituer un petit peu, mais financièrement, voilà quoi, pas assez de clients tout au long de l'année, des charges trop importantes avec les fruits frais. Du coup, il fallait faire des achats trop réguliers. Enfin voilà. Du coup, c'était un peu le côté. On aurait été dans une grande ville. Je pense qu'on aurait pu marcher parce que déjà les fournisseurs auraient été plus simples à trouver. Et Ouais. voilà quoi. Et puis on a fait des super soirées. On a même créé un festival, bon qui a pas eu lieu cette année, mais qui est un festival électro maintenant qui a lieu tous les étés sur les bords du lac. Donc financièrement, c'était vraiment horrible comme expérience. Côté humain, par contre, tout ce qui est sorti derrière, voilà, ça a été très grosse réussite humaine. Donc en gros, on a tenu 3 ans, à peu près 3 ans. Ouais. D'accord. Pour au bout d'un moment, Ouais, liquidation judiciaire, la totale, parce qu'on n'y arrivait juste plus au bout d'un moment, quoi. ok. Moi, ça t'a appris plein de choses, du coup, quand même. Ouais, du coup, ça m'a appris plein de choses. Ouais. Après, je suis parti en Suisse et puis voilà, c'est là où j'ai commencé à avoir une expérience qui liait un petit peu le côté musique et vraiment pur événementiel, qu'en a découlé où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, pour ça, Oui, échec. finalement, c'est ça, c'est soit je gagne, soit j'apprends, quoi. Ouais. Et puis du coup, tu vois, j'ai pas lâché dans l'idée de refaire éventuellement un projet. Bon, il m'a fallu 6 ans, quasiment 6 ans et demi avant de vraiment me relancer dans un projet que je gérais moi et en créant ma société. Mais ouais, ça m'a appris plein de trucs. Puis il y a des erreurs que tu fais de débutant quand tu montes ton premier projet, que tu as 20 ans et quelques. Et voilà, donc c'était des risques à prendre. Et puis on a des choses que j'ai pas refait les mêmes bêtises après. Oui, Essayer, c'est sûr. C'est essayer sûr. en tout cas. Ouais.
C'est rigolo, c'est un truc qui revient souvent maintenant dans les conversations que j'ai avec les entrepreneurs, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un entraînement, quoi. Faut le faire plein de fois avant Ouais. d'y arriver. Soit t'as de la chance, mais c'est très peu probable que tu y arrives du premier coup, quoi. C'est les mecs qui arrivent à faire des projets qui marchent, c'est que ça fait un moment qu'ils essayent. Ouais, puis tu t'es pris des claques entre deux. Ouais, non, c'est important, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis il y a beaucoup de choses à savoir. Juste l'exemple que tu as donné avec le bar, quoi. En fait, c'est une super bonne idée, mais juste si tu la fais pas au bon endroit, ton idée, elle vaut rien, quoi. Enfin, Ouais, ou elle est super dure à mettre en place, quoi. c'est exactement ça, ouais. Donc, Et ouais, sur le web, c'est un peu pareil, quoi. Si tu choisis pas le bon moment, la bonne cible, bah ça peut pas marcher, quoi. ouais, exactement. Bah, c'est d'ailleurs, même si le projet actuel Event Advisor évolue vachement bien, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des erreurs qu'on a encore fait et qui fait que voilà, ça prend un peu plus de temps pour évoluer parce que ouais, parce que du coup dans l'équipe, bah, on n'est pas, mon dev il est pas à 100%. Le web designer qui bosse avec moi en ce moment, il est en freelance. Moi, je suis à 100% du coup pour Event Advisor, mais l'évolution qu'on est en train de mettre aujourd'hui sur la plateforme, on aurait dû peut-être la faire il y a 1 an et demi pour qu'on puisse décoller plus vite. D'accord, Du ouais. coup, voilà, ça c'est des. Heureusement que j'ai pas des charges énormes, euh, mais voilà, et puis j'ai pas d'investissement. Enfin, Il va vivre à côté. ouais, et puis les investisseurs, c'est vraiment que du familial. Donc j'ai pas la pression, j'ai pas de Ah, prêt. t'as eu de l'investissement un peu? Ouais, j'ai eu de l'investissement. Bah, en termes d'investissement pour un projet comme celui-là, allez, si on prend en compte qu'il évolue constamment, c'est à peu près 60 000 € en termes de D'accord, développement. ouais. Donc, sachant que là, on réinvestit encore pour le développement qu'on est en train de mettre en place. Mais Et du coup, t'es associé avec le développeur, ouais, mais tu lui payes quand même ce qu'il fait, quoi. non, non, lui, il a un boulot à côté. Il bosse dans une Ah, ok. boîte sur Suisse et du coup, il bosse à côté. Donc, en fait, il me consacre à peu près 20 à 40% de son temps selon les besoins. Bah là, il est plus même à 40-50% parce que du coup, il y a le gros boulot de développement qu'on est en train de faire en ce moment. Mais selon les besoins, voilà, c'est à peu près 20% du temps qu'il me consacre. Et vu qu'il est associé, bah, l'idée, voilà, on fait monter la boîte ensemble et quand il y aura des dividendes ou qu'on pourra, voilà, le mettre chef de projet, on évoluera. Mais du coup, on regarde un peu comment ça va évoluer avant de prendre des décisions. Et puis, s'il faut prendre d'autres devs, on prendra d'autres devs et puis voilà, on verra un peu comment ça va évoluer. On est beaucoup à. J'ai pas de stratégie fixe en termes d'équipe. On va vraiment regarder comment vont évoluer, en tout cas les mois prochains. Et puis je suis encore heureux de me dire que j'ai pas embauché 3 ou 4 gars il y a Ouais. 6 mois en arrière, vu la situation, que je serais un petit peu dans la merde, que me dire ok, voilà, on est capable de Ouais. réfléchir aujourd'hui différemment, quitte à bosser avec des freelances, voilà, pour faire des projets. Donc là, j'ai rencontré un super designer qui était hyper calé et du coup on bosse ensemble depuis le confinement d'ailleurs. Bah, le confinement a été même bénéfique à ce niveau-là et parce que on a réussi à sortir un nouveau projet de développement pour le site. Et puis si j'avais pas été mis en relation avec ce designer pour justement bah, lancer le projet qu'on a lancé, je suis même pas sûr qu'on sortirait la version qu'on va sortir là en septembre. D'accord, ouais. Ouais, ça a tout accéléré, quoi. Ouais, exactement. C'est rigolo, ça, cet événement, il a freiné plein de gens, mais il a fait accélérer plein de choses aussi, suivant les secteurs, parce que les gens se sont vachement bougés, du coup, vu qu'ils pouvaient plus rien faire d'autre. Exactement. Ouais, et C'est puis assez étonnant. bah, après, c'est la force que peuvent avoir les entrepreneurs. C'est ok, on va pas s'arrêter sur un événement externe qui nous bloque. On va regarder quelle solution on peut trouver pour qu'on en tire un avantage en fait. Donc voilà, moi l'avantage il a été vraiment multiple. Le confinement a été hyper bénéfique en fait, à plein de niveaux différents. Ah ouais, oui, je te comprends, hein. Clairement, clairement, ça a été le cas aussi. Enfin, du coup, t'étais plus obligé de faire plein de choses, d'aller voir des potes pour boire un coup. C'est Ouais, du temps que tu peux passer sur tes projets. ouais, Enfin, c'est clairement, tu peux avancer plus facilement, quoi. ouais. Et puis je pense on n'aurait pas lancé. Je reparle encore de la mise à jour, mais parce que c'est un point hyper important Ouais. là dans le développement.
je pense que j'aurais jamais lancé cette étude, cette mise à jour et tout le boulot qu'on fait s'il n'y avait pas eu le confinement en fait. Et parce qu'on a eu le temps de se poser, on a eu le temps de dire ok, on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on Où on peut va. avoir comme solution? Où est-ce qu'on va? Et est-ce que c'est intelligent c'est hyper, enfin, tu vois, c'est culotté, je trouve, de dire, OK, on va investir de la thune pour développer l'outil, alors qu'on ne sait pas du tout où est-ce que va aller l'événementiel. Mais Oui, finalement, c'est ça. ça a été conforté par beaucoup de discussions, d'échanges. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai un gros réseau de prestataires et de gens qui utilisent la plateforme. Et c'est grâce à vraiment ces échanges que j'ai, parce que le gros point, c'est que on est une grosse communauté et que moi, j'échange énormément avec toute la communauté de gens qui utilisent la plateforme. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de retours de leur part. Parce que j'ai pas la science infuse et eux utilisent l'outil d'une façon complètement différente que moi, hein, qui suis dedans 24h24. Du coup, voilà, c'est vraiment à travers tous ces échanges qui nous ont confortés, en tout cas dans. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est ton point de vue, c'est pas celui de tes utilisateurs, et du coup, il faut prendre des retours. T'as créé une plateforme, une communauté, genre un Slack ou un truc pour les contacter, ou c'est juste Non, alors j'ai sur un groupe, LinkedIn? j'ai un groupe privé Facebook. Alors du coup, vu que c'est beaucoup de prestataires particuliers, alors, les prestataires entreprises sont beaucoup sur LinkedIn, les particuliers prestataires pour les particuliers, mariage, anniversaire sont beaucoup plus sur Facebook. Du coup, non, j'ai pris le pli de créer vraiment un groupe privé uniquement dédié aux prestataires. On est un peu plus d'une centaine avec qui on échange régulièrement. Donc pour moi, c'est une mine d'or de Oh, discussion. bah, clairement. Donc sachant que j'ai Ouais, sachant que j'ai des ambassadeurs aussi qui sont des prestataires et du coup eux me font encore plus de retours. Donc c'est vraiment des super échanges. d'accord, ouais. C'était hardcore, hardcore fan, ça. C'est ça? Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et Ça, c'est cool. ouais, bah C'est c'est. rigolo. Vas-y, vas-y. C'est rigolo parce que dans tous les boîtes où j'ai bossé, finalement, là où on a fait le meilleur produit, c'est quand j'ai créé un groupe Facebook pour les utilisateurs, parce qu'en fait, ils avaient tout le temps des bugs que je comprenais pas. Tu vois, je faisais une app mobile. Ouais. Et du coup, enfin, chacun a un téléphone différent, et des fois, les téléphones, ils font des trucs bizarres. Et au bout d'un moment, j'en avais marre de faire des allers-retours avec des mecs. Enfin, le support, ils prenaient des messages, ils comprenaient pas. Je leur disais, bah si, ça marche. Moi, je teste sur mon téléphone, ça marche. Et du coup, à force qu'on soit bloqué comme ça, bah, j'ai créé un groupe Facebook. J'ai invité tous ceux qui avaient des bugs. Et je sais pas, en 3 mois, là, le niveau de l'application, il Ouais, il a passait pris. d'un truc médiocre à un truc super bien, quoi. Ouais, c'est clair. Les utilisateurs, ils étaient tous contents. On a pris plein de super bonnes notes. J'étais là, putain, mais il suffit juste de parler aux gens. C'est con, C'est hein. fou. Ça paraît con des fois. Ouais, Hein. c'est ça. Parler avec ses Alors c'est sûr, clients, ça ouais. prend du temps, mais en vrai, tu fais un super produit, quoi. C'est hyper enrichissant. Enfin, tu peux pas. Ouais, Sinon, les gens, de toute façon, enfin, il y a très peu de retours finalement. Parce que les gens, les retours qu'ils font, c'est qu'ils utilisent plus ta plateforme. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ou alors ils ont payé et ça marche pas, et du coup ils sont pas contents, quoi. ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. T'as pas beaucoup de retours sinon, ouais. Mm. Mais ouais, ouais, du coup, c'est hyper important. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est le côté. Enfin, moi, en tout cas, c'est les valeurs humaines. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et parce que c'est ma personnalité et que ça me paraît logique de continuer. Et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a, si on a du succès, en tout cas dans l'évolution d'Event Advisor, c'est parce que on a ces valeurs humaines. Et quand je discute avec les gens, bah, c'est ce qui en fait ressortir, c'est ce qui fait que je fais des partenariats aujourd'hui, enfin avec même des entreprises. Tu vois, on est partenaire de WithEvent, quand même un des leaders aujourd'hui dans la billetterie en France. Euh, on a pu échanger un petit peu là pendant le confinement justement sur des solutions qu'on pouvait avoir pour le milieu de l'événementiel. Mais il y a d'autres partenariats qui se créent encore aujourd'hui avec des associations, des fédérations événementielles, parce que voilà, c'est des valeurs humaines, parce qu'on arrive à construire des projets, qu'on échange régulièrement, et du coup voilà, c'est vraiment le côté, ouais, ce côté échange quoi, qui Mhm. C'est rigolo, c'est un des trucs que je dis toujours dans notre utilisation quand on devrait avoir de la technologie, c'est automatiser un max de trucs qui sont faits pour faire par des robots, tu vois, genre enfin, il y a des choses à envoyer des emails pour notifier des gens, t'as pas besoin de le faire toi, ou t'as pas besoin d'avoir un mec au support, il faut automatiser. Mais par contre, avoir du contact avec tes utilisateurs, c'est le seul truc qu'il faut pas automatiser, et qui, je sais pas, il exactement, faut ouais. rester des humains, quoi. Mm.
Et tu mets la vraie valeur humaine dans les échanges avec les humains. Et c'est ça qui Ouais. qui crée le plus de valeur. Toi, j'en ai même pas de chatbot, donc c'est même pour te dire, je préfère recevoir 50 mails et puis prendre le temps de les traiter quand je peux qu'avoir un chatbot impersonnel, quoi. Ouais, clairement. Et puis Après, surtout, en fait, ça dépend. Je trouve que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait à U2U, la boîte que je te parle tout à l'heure avec l'application, c'est que si tu es au support et que tu réponds 50 fois au même message, c'est que probablement dans ton produit, tu peux faire quelque chose qui fait qu'ils ont plus de problèmes, les gens. Si c'est exactement, un ouais. problème qui se répète. Et alors que si tu essaies d'automatiser avec un bot de support, ça veut dire qu'en fait, ton produit, il a toujours un problème. T'as juste Ouais, mis un patch de l'autre côté, tu vois. c'est clair. Mais t'as pas réglé le souci, quoi. Et c'est un des trucs qu'on avait fait d'ailleurs que j'avais trouvé trop cool dans cette boîte, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, bah, tout le monde doit faire du support. Et du coup, bah, à chaque fois que je passais une journée au support, j'en faisais une fois par mois, bah, je développais 4 features qui enlevaient les principaux problèmes que j'avais vus pendant ma journée de support, quoi. Et c'était vraiment cool, ça. Je pense que c'est un truc que dans mes projets, j'aimerais refaire. De toute façon, j'ai mis que des chatbox partout où les gens peuvent me contacter en direct. J'ai rien automatisé sur ça, quoi. Ouais. Bon, après, quand tu commences à avoir beaucoup de trafic et d'utilisateurs, c'est vrai que ça peut vite faire peur, mais pour l'instant, ça va, je m'en sors encore à peu près bien. Ouais. Mais tant que tu gardes l'idée de se dire, bah, tous les trucs qui vont te causer du support qui est inutile, je vais trouver un moyen dans le produit, l'améliorer pour que si je l'ai plus, ça peut aller, tu vois. Ouais, Mais clairement. parce que si t'as pas cette dynamique-là, c'est sûr que tu te fais submerger et puis après tu fais que du support et ça sert plus à rien, quoi. Et puis, T'es devenu le robot, quoi. ouais, et puis, il faut aimer répondre aux questions quand même, hein, parce que c'est aussi important. Faut pas Ouais. avoir peur. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on va pouvoir passer sur mes questions un peu de partie 2. J'aimerais te demander, c'est quoi ton objectif avec ton projet là? Tu veux l'amener où? Alors, ce que je disais un peu tout à l'heure, déjà le développer au niveau international. Alors, j'ai pas du tout l'ambition de devenir une licorne. L'idée pour nous, c'est de le développer, alors pas la manière douce non plus, mais de réussir à développer le produit, augmenter le nombre de prestataires, d'utilisateurs sur le projet et de le monter à l'international. Et que du coup, ça devienne un projet rentable, sachant on va essayer de lancer alors, j'attends que la mise à jour soit terminée. Une fois que la mise à jour est terminée, on va lancer une campagne pour une levée de fonds. Donc, on va quand même essayer de Ok. passer là-dessus. Parce qu'on a en fait beaucoup de fonctionnalités qu'on a envie de mettre en place et qu'on veut aller plus vite pour les mettre en place. Du coup, voilà, recherche d'investisseurs, je pense que ça sera la meilleure solution. Parce que le projet va vraiment évoluer. Il y a énormément de fonctionnalités qu'on va mettre en place pour en tout cas qu'il y ait une interaction qui soit beaucoup plus directe entre les utilisateurs, les membres de la plateforme. Et D'accord, développer ouais. les centres de revenus aussi. C'est quoi les centres de revenus? L'idée en fait, ça serait alors, je vais pas tous les dire parce que en fait, sur des interactions qu'on a régulièrement dans le milieu de l'événementiel, que ça soit sur de l'achat, de la vente de produits, sur des outils de gestion d'événements. Voilà, il y a pas mal de plateformes en fait qui sont très segmentées, qui proposent pas forcément tous les outils au même endroit. Donc nous, en fait, l'idée c'est, pour faire simple, en fait, l'idée c'est de développer un réseau social événementiel. Tout simplement en termes de communication, d'interaction B2B, B2C, C2C aussi, Ok. parce que c'est des fonctionnalités aujourd'hui qui sont présentes sur des réseaux sociaux, mais c'est tellement dilué, comme quand tu fais une demande de recommandation à quelqu'un sur Facebook, sur un groupe, tu vas faire une demande de Oui. recommandation qui va être vue par 50 personnes sur potentiellement 10 000, et sur les 50 personnes qui l'auront vu, tu en auras 2 qui vont te répondre. C'est hyper dilué, il n'y a rien de précis. Finalement, tu auras peut-être perdu la bonne personne qui va te répondre et puis tu vas partir sur un autre prestat. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore automatiser, en tout cas dans la façon dont ça fonctionne aujourd'hui en termes de recherche et de communication, en tout cas entre organisateurs Mm. d'événements, prestataires, etc. Alors, ça se voit dans Et de plein toute d'autres façon, métiers, hein, mais...
Oui, et de toute façon, je pense qu'on tend vers la spécialisation des outils. Tu vois, Facebook, c'est beaucoup trop généraliste. Au final, tu peux faire le bon coin dessus, tu peux trouver des prestataires, tu peux parler à tes amis, voir les photos de ta grand-mère. Enfin, Ouais. il y a tout et il y a rien. Et du coup, quand tu cherches quelque chose, ben enfin, moi, j'utilise plus Facebook. Ça m'a saoulé à cause de Bah ça. ouais. Il y a trop de trucs. Moi, si j'avais pas Event Donc, Advisor, je pense que j'aurais même plus de compte Facebook pour te dire. Donc, ouais, non, mais c'est exactement. Moi, le seul truc qui me retient, c'est que mon grand-père a Messenger et que ah du ouais. coup, il a, tu sais, il a les cadres photos. Là, j'ai acheté ça. Ok, Il peut m'appeler excellent. en visio et du coup, c'est le seul truc pourquoi je garde Facebook et Messenger, quoi. Ok, bah non, mais Genre, écoute, juste pour essayer de garder le contact. c'est une bonne raison pour ce coup-là, j'avoue. Mais ouais, Ouais, donc ouais, tu aurais un outil spécialisé, ça serait plus simple, tu vois. ah bah ouais, ça on est d'accord. Ouais, Même lui, déjà pour apprendre à utiliser le truc, il a galéré, quoi. ouais, c'est Donc, pas évident. c'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Donc voilà, donc ouais, nouveau centre de revenus, développer aussi le business, parce que si tu veux aller chercher des investisseurs, faut que tu leur fasses, faut quand même leur dire que on va gagner de l'argent et que du coup on va pouvoir les rembourser et que pour eux il y aura une plus-value. Sachant qu'il y aura un point compliqué en tout cas dans ma recherche d'investisseurs, c'est que bah, je serais chiant. Parce que je vais pas vendre en fait le projet pour vendre le projet quoi. Je vais pas dire ok, t'attends à mettre, vas-y donne-moi la thune et puis du coup je vais suivre tes ambitions financières. Je connais Ouais, c'est d'autres, ça le principal problème quand tu prends des investisseurs, quoi. ouais, je connais une entreprise concurrente. Ils ont levé des fonds, mais ils ont levé des fonds pour communiquer et quasiment que communiquer et dans leur méthode, ils sont de plus en plus décriés parce que bah, l'argent qui a été investi, c'était clairement pour récupérer du business, quelle que soit la méthode utilisée pour récupérer du business et du cash. Et du coup, voilà, c'est une boîte qui est hyper décriée et que les gens commencent à quitter un peu la boîte. Le confinement, d'ailleurs, a pas été très cool pour eux. Je souhaite vraiment pas du mal aux gens, mais en tout cas, juste pour dire que dans la relation investisseur et rentabilité de la boîte, voilà, c'est un des points où je ferai hyper gaffe. Ah ben ouais, clairement, en tant qu'indépendant, moi personnellement, j'ai vraiment pas envie d'aller vers des levées de fonds et je l'ai déjà vécu et c'était exactement ça, quoi. Tu finis par faire des choix un peu absurdes des fois avec les investisseurs, hein, genre Mm. au point où nous, ils nous ont dit ah ouais, mais euh, votre service pour le moment, il est qu'en web et en vrai, c'est plus sexy une application. T'es Ouais. là, donc du coup, on va faire un truc parce que c'est sexy, c'est ça que je leur ai dit. On en est là. Mm. Et enfin, c'était pas du tout le bon timing, tu vois. Et du coup, on a dû faire ça alors que, enfin, il y avait pas besoin, quoi. Les utilisateurs, ils étaient en train de venir, même si c'était un service web, parce qu'ils en avaient besoin. Donc, peu importe où tu le mets, ils viennent, quoi, quand ils en ont besoin. Enfin, ouais, c'est vraiment compliqué. Et franchement, si t'arrives à faire ça, chapeau, parce que ça me redonnerait confiance déjà en fait qu'on peut avoir des investisseurs qui viennent Mhm. pas nous emmerder plus que nous offrir quelque chose de positif, quoi. Bah, je pense que après, je suis persuadé et j'ai discuté avec des investisseurs, des business angels. Bon, alors déjà, c'est à nous de choisir si on va plutôt vers des investisseurs actifs ou passifs. Moi, je serais plus déjà à trouver des investisseurs actifs qui ont des compétences que je n'ai pas et qui, eux, seraient plus justement à même à nous amener de la plus-value en termes de boulot, en termes de compétences dans l'entreprise. Mais effectivement, voilà, en termes de valeur humaine, valeur d'entreprise, valeur entrepreneuriale, je préfère continuer de développer la boîte et de continuer à augmenter le MRR et le revenu pour qu'on devienne indépendant financièrement, même en tout cas pour grossir l'entreprise, que d'aller chercher un investisseur qui va perdre en tout cas toute la philosophie d'entreprise, parce que dans ce cas, je préfère arrêter la boîte. Tu vois,
Même, Oui, clairement. puis je trouve que ça serait même mentir par rapport à toutes les personnes qui font confiance aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'ils font confiance dans Event Advisor et dans notre équipe. Et pour moi, ça serait les trahir, et du coup, je préfère pas continuer que les trahir. Tu vois, même pour les Ouais, valeurs. c'est ça, ouais. Voilà, C'est peut-être bien ça. que Et je pense que ouais. là, j'ai tort, hein. Peut-être je suis déjà un vieux con. Bon, j'ai 40 piges l'année dernière, mais bon, j'ai pas fait de crise, hein, je te rassure, mais peut-être que je suis un vieux con déjà, et peut-être que je suis un vieux con, je suis pas assez requin. Voilà, mais bon, moi, dans ma vie de tous les jours, je me sens vachement bien, je suis heureux de faire ce que je fais, et j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Et voilà, et puis je dors bien la nuit, enfin, je dors bien. Quand il n'y a pas de stress du boulot, et puis de la rentabilité quand même de l'entreprise, hein, parce qu'il y a quand même eu des fonds qui ont été investis et beaucoup de temps. Mais voilà, ouais, au-delà de ça, ouais. Mais franchement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je pense que dans tout ce qu'on voit autour de nous, on tend plus en plus à aller vers quelque chose de plus éthique, de plus sain, de plus rationnel, tu vois. Donc, c'est des makers comme nous qui n'ont pas forcément envie de faire une licorne, mais qui veulent faire juste un bon business qui Mm. marche et qui sert bien ses clients. Donc, c'est pas forcément aller lever le plus de fonds possible dans le plus gros fonds, quitte à ce que après tu te fasses méga emmerder ou que ça détruise ta boîte pour aller à BFM, mais juste faire les trucs qui servent tes clients, quoi. Parce que clairement, à Paname, il y a un concours de zizi en mode qui c'est qui lèvera le plus. Mais ouais. Et puis on s'en fout si on a pris les pires investisseurs. Enfin, Mm. Mais et je pense que ça va être de moins en moins le cas. Comme les gens deviennent de plus en plus écologiques, tu sais, ils ont mhm. une vraie conscience de leur environnement de plus en plus. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, on essaie d'être de plus en plus conscient, du coup, de faire des choses plus sensées, quoi, plutôt Ouais. que juste par ego. Alors c'est marrant parce que du coup moi j'ai écouté pas mal de webinars pendant le confinement, et du coup j'ai un profil qui est sur une plateforme qui s'appelle Eldorado.co, qui est une plateforme de mise en relation entre startups et investisseurs. Et du coup ils ont fait pas mal de webinars pendant le confinement, et la tendance de ce que pas mal de VC business angels donnaient, c'est qu'ils vont quand même tendre de plus en plus vers des profils entrepreneuriaux qui sont bien ancrés, en tout cas en termes de stratégie de développement d'entreprise, et de moins en moins vers des licornes. Donc, au contraire, aller sur des business qui aujourd'hui peuvent rapporter sur du long terme, qui ont les reins solides et qui ont les équipes pour ça. Et il y en a quand même pas mal qui en tout cas, avaient ce discours. Donc c'était déjà rassurant de dire que peut-être que la mentalité va changer avec ce qui s'est passé, parce qu'au niveau économique, bah voilà, ça va. Oui, L'après-confinement, je pense que va avoir une répercussion économique qu'on n'a pas encore ressentie et qu'on va ressentir dans quelques mois. Et voilà, je pense que les gens feront un peu plus attention, ils mettent l'argent, et peut-être qu'ils se diront, on va pas les mettre 60 millions parce qu'on espère qu'en 6 mois, ça sera rentable, mais peut-être qu'on en mettra que 5. Et dans ce cas-là, pour une entreprise qui nous rapportera sur du long terme et avec des reins un peu plus solides. ouais, voilà. Et puis en plus, tu diversifies ton risque. Au lieu de mettre 10 000 dans une, si tu mets 5 dans deux, t'as moins de chances de perdre, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Mais ça me fait penser un peu à tout ce qu'on a vu sur les grosses boîtes US qui ont levé énormément de fonds, genre Uber, genre les trottinettes Lime. Enfin, on les a tous vus, on était là, waouh, génial, ils ont levé énormément de fonds, ils sont partout dans le monde. Et maintenant, tu vois qu'Uber, ils se font bannir de partout, qu'en fait, c'est cool le modèle d'affaires, mais en fait, ça lèse tous les chauffeurs, les mecs qui se font à moitié esclavager. Enfin, en fait, je pense que on a pas mal pris le retour du bâton de ces gros investissements où on a voulu faire des super gros trucs d'un coup en écrasant Mm. tout et tout le monde. Et on se dit, en fait, ça va nulle part, ça. Au bout d'un Ouais, moment, ça marche pas, quoi. bah, les trottinettes, c'est C'est, pareil, hein, les trottinettes électriques retirées ouais. dans certaines villes. Enfin, voilà, il y a Ouais, des. c'est ce que je disais avec Lime. Ouais. Bah ouais, parce qu'au final, à force de venir et d'ouvrir 25 villes en même temps, vous avez pas appris que d'abord il fallait un peu éduquer les clients aussi pour pas qu'ils fassent de la merde et que ça soit tenable pour la ville et tout Mm. le monde. Enfin voilà quoi. Et hop, on a mis du cash, on a acheté des millions de trottinettes, on en a mis partout et ça a foutu la merde. Ouais, bah, ouais. Ah ouais, oui, c'est sûr que si on aurait fait 200 par 200, ça aurait peut-être Mm. mieux marché. Moi, dans les bons exemples et les bons élèves, tu vois, tu as des boîtes comme Blablacar,
ont réussi pendant le confinement ils avaient du cash, du coup ils ont réussi à survivre la crise, et puis ils avaient un système de rentabilité qui était suffisamment stable pour pouvoir passer la crise, enfin en tout cas le confinement, et puis pouvoir attaquer derrière. Donc, mais bon, Ouais, c'est ça. Alors que pour le coup, Blablacar, c'est une boîte qui était à mort décriée en mode, ben voilà, en France, on arrive à faire Blablacar, ils galèrent à lever, ils galèrent à avancer, ils galèrent à devenir internationaux ou mondiaux. Ouais, en fait, ils ont juste pris leur temps et ouais. ça marche plutôt bien finalement. Ouais, et ils sont tombés sur un très bon fonds d'investissement qui les a soutenus, qui les a aidés, et qui était là pour dire on va pas vous mettre la pression, on est là pour trouver des solutions ensemble. Et du coup, ça Ouais, aussi, voilà, c'était hyper c'est important. ça. Ouais, non, Trouver clairement. des bons partenaires, ouais, c'est important. Ouais, mais ça c'est super dur. Bon, maintenant on a un écosystème de plus en plus mature où il y a eu beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'investissements, donc on commence à avoir des investisseurs aussi qui ont appris parce que ils savaient pas aussi. Exactement. C'est pas juste des grands méchants loups, c'est juste comme des entrepreneurs mais de leur côté quoi. Mais ouais. Et du coup tout mature plus et du coup on tend vers quelque chose de meilleur, je pense. Ouais. Donc ouais, peut-être que tu trouveras. Écoute, hein, on lance un appel, non? Ouais, c'est ça. Pour les investisseurs qui écoutent ce podcast, Voilà, exactement. contactez-le. Euh, C'est rigolo, j'ai parlé d'entrepreneuriat vu que j'étais en Suisse, comme je t'ai dit la semaine dernière, et j'ai parlé d'entrepreneuriat en Suisse justement, et eux, ils vivent ce que nous on a vécu apparemment il y a quelques années, quoi. Ils ont un écosystème qui est encore un peu moins mature que nous, Ouais. parce que d'après ce que j'ai compris, en Suisse, on prend plus de temps à prendre des décisions. On est moins dans on va trop vite, et du coup, les choses prennent plus de temps. Et du coup, ils commencent à avoir aussi cet environnement des investisseurs qui vont dans la bonne direction, les entrepreneurs aussi, et le truc est mature, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ouais, il commence à y avoir des écosystèmes voilà, qui se sont vraiment spécialisés, en tout cas pour les startups, à contrario de, tu vois, le BPI en France, il y a eu énormément de fonds qui ont été débloqués pour les entreprises, pour les startups. Le fonds d'innovation, je pense à plein de choses comme ça. Nous, en Suisse, on n'a rien du tout. Moi, dans mon cas, l'aide qui avait été proposée, c'était 10% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Uniquement D'accord. en prêt. Donc, en gros, on disait, OK, tu as tant de chiffre d'affaires, même si ton entreprise elle vient d'être créée, du coup, on n'ira pas plus loin, on va pas prendre en compte ce que tu as potentiellement investi, et en termes d'aide, c'était quasiment zéro en fait. Et je passais par ma banque pour faire des demandes. Donc, vu que l'année dernière, le MRR n'était pas encore exceptionnel, on a fait à peu près 8 000 euros de chiffre d'affaires. En gros, il me disait, OK, on te prête 800 euros. Et on va pas prendre en compte que tu as investi encore un an et demi avant, tu avais investi un peu plus de 50 000 euros, que ton entreprise a une certaine plus-value, enfin une certaine valeur, pas une plus-value, et que du coup, voilà, ils sont pas basés dessus, et du coup, c'était en gros, soit tu as un peu de fonds, tu te débrouilles, ou sinon, on va pas énormément t'aider, et puis on va pas faire plus. Et ça a été le cas, et c'était un des points noirs, en tout cas, le fait que les écosystèmes soient pas encore assez matures en Suisse, comme tu disais tout à l'heure, que ça prend un peu plus de temps. Voilà, en plus c'est un petit écosystème, hein, on est quand même. Il y a des grosses startups en Suisse, il y a énormément de fonds, mais on reste. Voilà, ça part principalement des écoles de l'EPFL par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Tu as la même à Zurich. Donc là, il y a quelques pôles en tout cas qui sont dédiés à l'environnement des startups, mais des projets comme le mien, qui est de l'Event Tech, voilà, c'est pas. L'entrepreneur avec qui je parlais, là, Nathan Gilson, si j'ai pas écorché son prénom, eux, ils ont eu leur école en Suisse qui les a aidés à lancer leur projet, quoi. Ils avaient fait un projet entrepreneuriat et du coup, l'école leur a financé un an de salaire, quoi, si j'ai bien compris. Donc, ils commencent à avoir des trucs, quoi, mais c'est encore light. Et du coup, toi, t'as eu le choix de le faire en Suisse ou en France, ou il fallait vraiment que tu le fasses en Suisse? Alors, je l'ai fait en Suisse pour plusieurs raisons. Déjà, quand j'ai lancé la boîte, j'étais sur Suisse. J'avais quand même tout mon réseau de mes dernières années de travail qui était vraiment sur Suisse aussi. J'ai la double nationalité. Je suis franco-suisse, donc je pouvais de toute façon créer une boîte sur Suisse. Et dernière raison, c'est financier.
C'est-à-dire qu'en Suisse, quand tu montes ta boîte, en gros, tu as tes frais de notaire pour la constitution d'entreprise, sachant que Event Advisor, c'est une SARL. Tu as des frais de notaire, tu as des frais de comptabilité, mais derrière, il n'y a pas d'autres frais. T'as pas de charge sociale, t'as pas de frais d'URSSAF, t'as pas de frais d'ACEDIC, t'as rien du tout en fait. Donc même en termes de chiffre d'affaires, dès le moment où tu dépasses pas un certain plafond, tu payes pas d'impôts. Donc tu as quand même beaucoup plus de liberté, en tout cas en termes financiers, pour lancer une boîte en Suisse qu'en France. Donc ça, D'accord, c'était ouais. l'avantage. Ouais, ça me fait penser au même concept que moi. Quand j'ai lancé ma boîte, je l'ai lancée en Estonie, parce que Ok, j'avais vécu en Finlande et du coup, j'avais connu un peu cet écosystème là-bas. Et pareil, en fait, tant que tu réinvestis l'argent, t'as pas de taxes dessus. c'est ça. Donc, si tu payes des prestataires, si tu réutilises l'argent pour faire vivre la boîte, tout va bien, quoi. Mm-hmm. Et j'avais trouvé ça génial parce que quand tu commencer à payer des taxes dans tous les sens alors que t'arrives à faire à peine rentrer quelques C'est sous, ça. c'est un peu hardcore. Ça t'aide vraiment pas à commencer, quoi. Alors ouais, c'est sûr, faut que l'État il vive et que toute la structure vive, mais en fait, si t'aides pas les gens à commencer, rien ne vit, quoi. Donc, C'est exactement à un moment ça, ouais. donné, je trouvais ça un peu, un peu hardcore en France enfin, j'ai vu plein de mecs lancer des boîtes, pas galérer à fond leur première année et pas faire un sou, et à la fin, payer des charges de ouf, et ils étaient là, mais comment, j'ai pas fait d'argent, les gars. Ouais, bah ouais. Ouais, Quand tu arrives au bout de c'est un 3 peu ans ouf. avec toutes tes charges à fond, ouais, c'est sûr que ça fait mal. Moi, je l'ai vécu avec mon bar, par exemple. Hein. Les charges, c'est Ouais, cool au début, 1 an, 2 ans, et puis la troisième année, quand ça te tombe dessus, ouais, ça fait mal. Donc ouais, du coup, c'était vraiment ce côté-là, qui était voilà, ce côté aspect structure d'entreprise financier qui était en tout cas plus simple. Bon, t'as quand même le capital minimum pour une SARL en Suisse, c'est 20 000 francs. Donc il fallait de toute façon quand d'accord. même mettre 20 000 de capital dans la boîte. Donc il faut quand même des fonds pour commencer, Ah oui, mais en tout cas, pour le reste, voilà, c'était vraiment beaucoup plus de liberté, plus de tranquillité. ok. Putain, c'est costaud, 20 000 francs. Ouais, C'est montant c'est à peu minimum. près 20 000 euros, quoi. 19 000 euros. Quelque chose Bah comme ouais, ça. c'est quasiment. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. C'était un peu moins il y a 3 ans et demi, mais 4 ans, mais Ouais, du coup aujourd'hui c'est à peu près ça. Ouais. putain. Et Mm. du coup, ça, c'était des fonds propres que t'as investis? Ouais. Fonds propres et familiaux. Tout ce qui a été vraiment Ouais, du investi coup. dans la boîte. Ok. On va un peu reprendre mes questions, parce que là, on a pas mal d'y rêver, c'était vraiment cool. Du coup, on a parlé un peu du futur. T'as d'autres projets que t'aimerais lancer dans le futur, peut-être? Euh, Écoute, pour l'instant, avec la nouvelle agence que j'ai montée là, qui est du coup sur France, agence de com, on est en train de travailler sur des jolis projets. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur le côté Event Advisor et l'agence par rapport à ce qu'on a là comme boulot en ce moment qui nous tombe dessus, donc c'est cool. Là, on a comme mission, enfin, on doit encore valider ça avec les équipes et tout. Mais on a comme mission, en tout cas, de refaire un outil complet en extranet pour une fondation. D'accord. Et du coup, cet outil est vraiment un outil de travail Voilà, le projet, c'est de le coder entièrement parce que c'est hyper spécifique. C'est autour de la recherche scientifique. Du coup, voilà. Donc ça, c'est un projet où on commence à du coup chercher des devs pour pouvoir commencer à bosser sur ce projet. Donc, voilà. Peut-être le podcast Petites Annonces. Si vous êtes Ouais. développeur. Donc, oui, c'est vrai, j'y pense pas, mais c'est pas intentionnel, je te rassure direct. Oui, oui. Euh, donc non, pour l'instant, ces deux projets-là, et puis on a un projet annexe, mais qui est alors, par contre pas un projet d'entreprise. On a monté un collectif avec des associations et fédérations événementielles en France où on bosse sur les protocoles sanitaires. Et du coup, qu'on va proposer au gouvernement pour les petits et moyens événements. D'accord, ouais. Donc il y a quand même trois Ok, choses stylé. qui sont quand même là, je suis de plein front avec ces trois projets. Donc du coup, on Ouais, c'est pas va, mal déjà. ouais, si je me réveille demain matin avec un nouveau projet, je pense que je vais me faire défoncer par mes équipes à force. Tu vas te calmer. Ouais, grave. Ok. Quand tu mets le cerveau en pause Ok. à un moment, tu sais. Ouais, il faut prendre du temps aussi. C'est un des trucs que moi je conseille
à tous les gens qui me disent qu'ils aimeraient se lancer, etc., le premier truc à faire, c'est d'arriver à te dégager du temps. Genre, déjà, si tu commences à avoir du temps à glander quand t'es employé, par exemple, si tu veux te lancer, et que t'arrives à avoir du temps à rien foutre, bah déjà, ça veut dire que tu vas pouvoir lancer des projets. Si t'es tout le temps busy, ça sert à rien de penser à un projet, parce que, l'énergie, ça se fabrique pas, quoi. Ouais, T'en as exactement. pour 24 heures. Ouais. Et du coup, on est moins productif. Donc, effectivement, savoir se poser Ah un peu ouais, de temps en temps. c'est ça. Et puis t'as beau croire que t'es le mec le plus productif du monde, t'as quand même besoin de temps où tu fais rien, où t'es tranquille. Enfin, on a un corps, on peut pas tu peux le surmener un temps, mais ça marche une semaine, quoi. Ouais, ouais. Après, tu fais une sieste de 12 heures, quoi. Ouais, et puis on n'est Donc, pas tous des machines aussi. Je sais plus quel podcast j'avais entendu, et puis du coup, sur un des gars que tu avais interviewé, du coup, il disait, mais moi, clairement, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil par nuit, quoi. Et du coup, il me dit, à minuit, je suis au lit, je me réveille à 8 heures et j'attaque ma journée. Si j'ai pas ça, je me sens pas bien. Et ouais, comme tu dis, c'est hyper important à un moment donné, qu'on soit bien dans ses baskets, qu'on soit en forme, qu'on soit le cerveau, prêt à réfléchir, à attaquer une journée, pour être productif, quoi. Si tu dors 2 heures par nuit et que tu as la tête dans le cul tout le temps, à un moment donné, t'es plus productif. Autant bien dormir, avoir un bon rythme de vie. Bon, là, j'ai de la chance, j'habite à côté du lac. Tu vois, dès que je peux aller nager, je vais nager, même s'il faut que je fasse une pause en plein après-midi, tu vois. Donc, c'est essayer en tout cas de prendre du temps pour soi et avoir une hygiène de vie, pour moi, la plus correcte possible, pour être beaucoup plus prédisposé à bien bosser pour ces projets. Ouais. c'est rigolo, c'est un des trucs que- à quoi j'ai le plus pensé quand les gens ont fait du télétravail, c'est que je me suis dit, ils vont enfin pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie, parce que quand tu travailles de chez toi, t'as pas la pression d'être tout le temps à avoir quelqu'un derrière. Donc, si à un moment donné, ça fait 2 heures que tu bosses et tu sers plus à rien, et t'arrêtes, tu fais autre chose, tu Ouais, vas c'est exactement ça. euh, Ouais. promener, tu fais le tour de ta maison, tu vas prendre le linge ou tu fais un truc, quoi. Et en fait, tu reviens au bout d'une heure après, ouais, t'as pas travaillé, mais en fait, tu vas revenir et tu vas être méga plus productif, quoi. Exactement. Enfin bon, j'espère que maintenant les gens ils vont tendre vers ça de plus en plus grâce à notre ami le Covid qui n'aura pas Ouais, fait ouais, que bah, des trucs pourris. ouais. Bah, j'espère, hein, si ça peut réveiller effectivement pas mal de gens sur leur façon de vivre et de travailler, en tout cas. Ouais. De toute façon, c'est comme nous, enfin nous, les indés, entrepreneurs, etc. Si on choisit aussi de faire les métiers qu'on fait, c'est parce qu'on aime le faire. Moi, le jour où j'ai l'impression que mon boulot devient une contrainte et que j'ai plus de plaisir à le faire, je change direct, en fait. Je me pose même pas la question. Euh, pour moi, travailler toute la journée, ça doit pas être une contrainte. Alors, c'est vachement plus facile à dire qu'à faire. On n'a pas tous les ressources pour se donner les moyens, mais c'est pareil. Tu vois, ma chérie, moi, je la pousse à fond pour qu'elle puisse développer ses propres projets. Alors là, elle est artiste, donc ça n'a rien à voir, mais je la pousse à 400% pour qu'elle prenne le temps pour développer son côté artistique et créer ses œuvres et pas faire un boulot de salarié où tu bosses 100% et que tu n'as jamais le temps, en fait. Donc, Ouais, moi, clairement. mm, J'avais le même truc avec ma copine où elle était maîtresse quand je l'ai rencontrée. Et tu vois, c'était un boulot qu'elle kiffait. C'est cool d'être avec les enfants. mm, Mais en fait, c'est énormément de contraintes. Il n'y a pas de budget quand tu travailles pour l'éducation nationale. Donc, elle payait des trucs de sa poche alors qu'elle n'était pas extrêmement bien payée. Les perspectives d'avenir, c'est tu gagneras 50 euros de plus par mois dans 10 ans. ouais, Enfin, c'est hardcore. C'est hardcore, faut vraiment être dévoué et genre vouloir donner sa vie pour ça, quoi. mm, J'ai dit, je pense que tu peux faire d'autres trucs, tu vois. ouais, Et du coup, j'ai montré un peu des exos de code et elle a kiffé. Et à partir de là, elle s'est dit, ok, je vais peut-être regarder si je peux faire une formation ou quoi. Et là, ça fait 3 mois qu'elle est développeuse et ok, elle excellent. kiffe de ouf. Ouais, et en fait, elle kiffe, elle est mieux payée, elle a les horaires qu'elle veut, elle bosse en remote, on peut voyager, tu vois, ce que je te disais, on Mhm. était en Suisse, en Alsace, enfin, on bouge, quoi, et du coup, on kiffe la vie, et en même temps, on kiffe travailler, et je pense que c'est vers ça qu'on doit tous tendre, quoi. On parlait avec sa tante, là, qui travaille dans un gros groupe français, alsacien, je vais pas dire le nom, mais tout le monde trouvera à mon avis. Et elle racontait qu'en fait, il y a plein de gens avec qui elle bosse qui ce qu'elle nous disait là tout à l'heure, c'est que ils racontaient que leur semaine a été tellement pourrie qu'ils disaient j'ai envie de me jeter par la fenêtre, quoi.
quand t'en es là, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu restes dans ce travail? Ouais, bah Si ouais. vraiment c'est aussi pourri, quoi, c'est hardcore. C'est fou comme les gens, ils se sentent captifs d'un truc alors que, enfin, c'est pas des esclaves, tu vois. Ils devraient pouvoir trouver des trucs qui les rendent heureux. Ouais. Mais ouais, ouais, mais c'est vrai que des fois on est pris, voilà, t'es pris dans ton flow, dans la vie, puis tu prends des décisions, et puis tu te retrouves un peu embarqué quoi dans un système de vie, de travail. Et je pense que c'est chaud de, enfin déjà se donner les moyens. Enfin, on parle beaucoup du côté entrepreneur, des projets qu'on fait et tout. Euh, je pense qu'on peut aussi beaucoup parler du nombre de nuits blanches à te poser les questions, savoir si tu fais pas de la merde, si ce que tu fais c'est bien, si ton business il va marcher, si tu te fous pas dans la merde financièrement. Enfin voilà, il y a tout ce côté très dur du travail d'entrepreneur. On parle souvent de la partie émergée de Ouais. l'iceberg et tout ce qu'on voit pas en dessous et le stress que ça provoque. Enfin voilà, il y a beaucoup de, il y a quand même tout ce côté-là. Donc, mais on le choisit et moi, c'est ce qui fait qu'on grandit chaque jour avec ça, euh, parce qu'on gagne beaucoup d'expérience. Euh, mais ouais, ouais, je Mais fais enfin, c'est, de toute façon, en fait, c'est le prix de la liberté. En fait, la liberté, ça amène ouais, forcément du risque. Si t'es exactement. libre Ouais. de faire des choses, genre si t'es libre de rouler à 200 sur l'autoroute, ben il y a des risques en Ouais, c'est un contrepartie, quoi. peu ça, ouais. Mm. C'est c'est toujours l'idée. Mais après, c'est un peu ce que j'essaie de prêcher dans ce podcast, c'est qu'en fait, ben, t'as plein de moyens d'entreprendre, t'en as plein que tu peux faire pendant que t'es déjà employé et qui commencent à créer quelque chose qui peuvent te Exactement, ouais. rassurer et pour pas passer 3 ans à être à la traversée du désert, quoi, à pas faire d'argent, à galérer et à avoir l'impression que tu perds tout. Tu vois, t'es pas obligé de faire ça. Maintenant, il y a des petits trucs que tu peux arriver à résoudre qui font venir un peu d'argent et que tu peux construire au fil du temps. Et tu vas pas faire de licorne, mais peut-être dans 5 ans, t'en vivras et tu seras beaucoup plus libre. Exactement, ouais. Donc, Et t'aideras c'est pour d'autres ça que gens. je rencontre des gens comme Ouais, toi. ouais. Et Ouais. t'aideras, Et oui, et en et plus, on t'aideras aidera d'autres gens. d'autres gens, voilà, à pouvoir bosser dans des environnements, voilà, avec vous. Cool, en tout cas. Enfin, moi, Ben, c'est ce que clairement. j'espère au maximum, mais. Ouais, et puis avec ton projet, t'aides des gens à mieux bosser. Enfin, Alors il y a ça, toujours complet, ouais. t'as toujours un impact sur l'environnement, de toute façon, et quand tu te mets à faire des choses toi, Oui, oui, bah, donc quand je vois que là, c'est on ça a eu, qui est génial. depuis le début de l'année, ouais, on a un peu plus de 6500 utilisateurs actifs, depuis le début de l'année. Voilà, il y a des gens, tu sais que, bah, sur des prestataires, ils gagnent de l'argent, ils ont du boulot. T'as des gens qui, voilà, je sais que c'est utile. Enfin, c'est sûr que moi, je suis aussi altruiste dans l'âme, mais voilà, dès le moment où on me dit, ok, ton projet il est utile, et voilà, ça nous permet de mieux travailler pour notre business. Bah, je dis, ok, on a tout gagné, quoi. Donc, Mm. ça, c'est sûr que les C'est rigolo, retours. ça me refait penser à You2You. Donc c'est une boîte qui faisait de la livraison. Monsieur Tout le Monde pouvait être livreur. Et en fait, dans les Monsieur Tout le Monde, ben, on a beaucoup eu de gens qui étaient inemployables, des gens handicapés, des gens avec une Ok, tare, qui avaient une sale tête. Et en fait, ben, comme ils s'inscrivaient sur une application et qu'il fallait juste qu'ils mettent leur carte d'identité, on les validait. Et les mecs qui avaient les meilleures notes en tant que livreurs, ben, c'était des mecs qui avaient des soucis potentiellement, tu vois, qui étaient handicapés ou quoi, parce qu'en fait, les mecs, ben, ils trouvaient jamais de taf. Et là, ils arrivaient à faire du blé avec une app et du coup, ils se donnaient à fond. C'était les meilleurs livreurs. excellent. Et Ah, j'étais c'est trop cool, ouais. content, hein. J'étais trop content qu'on ait ça, tu vois, parce que bah, du coup, ça rendait trop service. Alors, on était un peu dans un cadre trop chiant qui est que ben, on faisait de la livraison collaborative. Donc, du coup, le but, c'était que monsieur tout le monde puisse livrer, mais c'était pas son taf, tu vois. Le but, Ok, c'était de faire un complément de revenu. Mais sauf que les mecs qui sont inemployables, en fait, eux, ils voulaient bosser à fond. ouais, Sauf que nous, on pouvait pas parce qu'on rentrait dans le cadre légal de on te donne un travail. Si on laissait faire plus de 400 € par mois, tu vois. Et du coup, les mecs, ils étaient trop inventifs. Ils faisaient des comptes avec leurs enfants pour ok, livrer. excellent. On vivait un enfer de trouver pour pas, parce que ben, on essayait de les laisser un peu faire, mais pas trop. Tu vois, fallait pas qu'il y ait d'abus parce que sinon, ben, tu vas te faire attraper. Mais Ouais, nous, bah, on était contents qu'ils arrivaient à faire ça parce qu'ils pouvaient en vivre. Enfin, t'es là, tu fais ah. Mais ça m'avait fait beaucoup plaisir de voir que ben, ça aidait des gens qu'on n'avait pas du tout pensé à eux, tu vois, à la base. hmm, Mais du coup, c'était trop bien pour eux, quoi. excellent. Ouais, c'est cool, ouais. Donc voilà. Excellent. Bon, ben ça fait 1 heure 10 minutes maintenant qu'on parle. Je pense qu'on pourra attaquer mes questions finales et ça aura fait un très beau podcast. Ok. On voit pas le temps passer, en fait. Mais...
Ouais, ça va super vite. Et les gens, en général, ils font pas plus d'1 heure de sport, donc ouais, c'est agréable. Ok, ouais, ça va. Pour qu'ils Désolé, puissent courir avec. vous perdrez quelques calories de plus ce coup-ci, désolé. C'est ça. Du coup, sur les 3 dernières questions, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Qu'est-ce que... alors, je crois que j'ai pas assez réfléchi à cette question avant que tu me la poses. J'ai oublié de te la redire avant Ouais. qu'on commence à tourner. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Alors, je sais pas si c'est plutôt le... Alors, c'est ouais, en termes de conseils... Alors, C'est une question compliquée, ouais. ouais, je l'ai entendu dans d'autres podcasts sur des gens qui étaient un peu sur des fails et tout ça en projet. Peut-être en structure d'entreprise, en termes de structure de team. Ce qu'on venait tout à l'heure, voilà, c'est en gros, pars pas pour faire tout seul. Ouais, je pense que le conseil, c'est ça en fait, c'est que tu peux pas tout faire tout seul tout le temps. Et qu'à un moment donné, il faut vraiment essayer de structurer une équipe pour que on puisse se décharger de certaines tâches de travail qui nous permettent de continuer de travailler sur le développement du projet. C'est rigolo parce que ça fait un peu écho au nom du podcast, c'est Indie Maker. Et les Ouais. gens, quand ils entendent Indie Maker, c'est genre tu fais un truc tout seul. Et en vrai, tous les projets que j'ai fait en tant qu'indie, j'ai toujours soit un pote qui me conseille comme s'il était associé, mais bref, j'en parle tout le temps avec lui, soit j'ai vraiment fait des projets avec des gens qui étaient peut-être pas à temps plein, mais en tout cas qui m'aidaient parce que tout seul, c'est dur. C'est chaud, ouais. C'est dur. Et puis, du coup, ça veut dire que tout repose sur toi. C'est-à-dire que si le jour où t'es malade et t'as des clients qui sont pas contents ou il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc, ouais, il faut au moins avoir quelqu'un qui peut t'aider en cas de problème, quoi. Et puis même si en tant qu'indie maker, on est souvent autodidacte et qu'on est capable d'apprendre beaucoup de choses, apprendre plein de trucs, c'est possible. Ouais. Devenir expert dans tout, c'est impossible. On peut pas devenir expert, nous, dans nos métiers. Je peux pas devenir expert marketing, expert SEO. Je peux pas commencer à coder. Je peux pas commencer à faire de la recherche d'investisseurs en apprenant tout l'environnement des levées de fonds, comment ça se passe, qu'il faut les contacter, etc. On peut pas, à un moment donné, on peut pas tout faire à 100%. Donc, il faut apprendre à déléguer. à déléguer et en tout cas dans l'évolution de son entreprise, tout de suite prendre en compte qu'à un moment donné, sur des compétences où on sait qu'on est moins bon, où on est moins performant, trouver la personne qui va t'aider à te décharger de cette partie-là. Pour toi, pour tes clients, pour ta boîte, voilà, plein de niveaux. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.